Est-ce que tu nous entends? Ouais, moi je vous entends. Ouais, on t'entend bon, aussi, c'est super. Voilà. Ah, cool. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'écho. On a fait en sorte d'avoir un petit retour son qui permet de discuter. Mais normalement ça devrait aller. Maintenant je vais activer l'image. Voilà. Et hop, alors je vais inviter ici. Voilà. Je vais juste ici. Donc voilà, ça y est, maintenant en direct live, on te voit, on nous entend et normalement on t'entend. Salut tout le monde. Voilà les gens, donc comme promis, nous sommes donc avec Mathieu Sommet. Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent ce moment. D'ailleurs, le chat IRC vient de sauter et ça fait beaucoup de boum avec nous ce week-end. Et voilà. Donc, Igal, tu viens avec nous? J'arrive. Il commençait sans moi. Igal est en train de se rouler par terre pour régler des détails techniques et des branchements de câbles. Voilà, je me roule à tes pieds littéralement en fait. Classe. Voilà. Alors déjà, première question, ça fait quoi d'être dans une convention et en même temps dans son fauteuil chez soi? C'est agréable parce qu'en hiver il fait très froid dans les conventions, donc là je suis assez bien. Ouais, t'as exactement comme si t'étais chez toi. Ouais. C'est parfait. Ok. Bien. Alors, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer qui changerait un petit peu de d'habitude? C'était un petit peu ce qu'on s'était posé comme question. Moi, j'ai l'impression que je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression en fait que t'as débarqué dans nos vies d'un coup en fait. C'est vraiment l'impression qu'il y avait un moment avant toi et puis il y a eu un moment après toi. Voilà. Et c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui montre bien que ce que tu fais était exactement ce que les gens avaient envie, ouais. Avec ton regard particulier, manifestement, qui correspond bien à ce qu'on apprécie. Est-ce que toi, quand tu as pensé à ton concept de vidéo, est-ce que tu as pensé justement à ce type de regard que tu apportais toi? Est-ce que tu as pensé ton concept en fonction d'un manque, de quelque chose qui n'existe pas? En fait, à la base, quand je l'ai créé, SLG, effectivement, il n'y avait pas ce qu'on appelait du review de vidéos sur YouTube. Enfin, une émission vraiment créée, vraiment régulière par rapport à ça. Donc c'était le but un petit peu. Mais après, quand j'ai commencé SLG, pendant très longtemps, c'était une émission qui n'était pas regardée. Donc, mais je trouvais qu'il y avait un manque au niveau de l'internet français, qui à l'époque, il y avait qui sur internet? Il y avait les podcasters, il y avait 10 minutes à perdre aussi qui fonctionnait bien. Et effectivement, il n'y avait pas d'émission comme ça vraiment basée sur la culture web et sur le review de vidéo en somme. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est que il y a beaucoup, effectivement, ça permet vraiment de se détendre, mais pas que. Ça permet de prendre effectivement ces points références et voilà quoi. C'est-à-dire qu'on a, ok, ce que tu vas chercher, enfin le travail que tu fais en amont pour préparer ta vidéo, on sent ton travail d'analyse et qui est juste. Tu passes beaucoup de temps sur la. Enfin, comment tu divises ce travail? Tu as une partie recherche comme ça où tu mets tes liens comme ça. Ah oui, ça je vais le suivre, ça je vais le suivre. Est-ce qu'après tu as une partie où tu le mets en scène, ou est-ce que tu mélanges les deux en même temps quand tu conçois une émission? Au niveau de la recherche, tu veux dire? Ouais. Au niveau de la recherche, c'est quand même relativement long, et surtout un peu plus maintenant parce que j'essaye de plus vraiment traiter les vidéos de la même façon depuis septembre. Ouais. Donc c'est moins des vidéos LOL. J'essaye plus de pas forcément de bâcher la personne comme j'avais pu le faire avant dans mes premières années sur SLG, mais plus m'intéresser au message que véhicule la vidéo, pas tout le temps, pas systématiquement, mais maintenant c'est bien le genre de vidéo que j'aime décortiquer et éventuellement, si c'est possible, de ramener à des sujets de société actuels avec un certain point de vue que d'autres n'ont pas forcément, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias tradis en tout cas. Oui, parce que les dernières que tu as faites, elles sont waouh quoi.
enfin celle sur les armes ou celle sur le viol, c'est vraiment des sujets ultra chauds, ultra durs. Et t'arrives à rendre ça drôle, même pour des gens ultra sensibles. Ouais. Bah en fait, surtout sur la dernière vidéo, je m'étais fait comme point d'honneur c'était celle sur le viol qui était un sujet assez sensible, et en plus de ça, je voulais plus faire des vannes sur le discours de la personne plutôt que sur le viol, parce qu'en soi j'ai pas la plume et j'ai pas l'humour noir en moi pour faire des blagues sur le viol. Donc en fait j'ai plus bâché le discours que le mec défendait. Oui, c'est un discours qu'il défendait. Donc j'ai voulu éviter tout ça, et sur tous les sujets de société un petit peu comme ça, j'évite de faire des trucs putassiers un petit peu, et j'essaye d'avoir un regard un peu externe, même si parfois c'est un peu compliqué. Mais justement, moi, ce que je trouve que c'est bien, c'est comme tu dis, depuis septembre, tu as toujours l'aspect drôle parce que du coup, tu aimes bien les personnages et tout ça, mais c'est vrai que c'est plus réfléchi, tu prends une position, et moi, je trouve ça vraiment plus intéressant. Je trouve qu'il y a une vraie progression en fait dans tes contenus, et franchement, on en veut encore, quoi, c'est vrai. Ouais, c'est ça, mais les gens vont finir par voter pour toi. Est-ce que tu as conscience de ça? À voter pour moi pour les vidéos? Non, je parlais pas pour les vidéos. Mais pour politique. Tu vas entraîner des hordes de geeks derrière toi. Ah oui. Mais ouais, après enfin sur cette nouvelle saison, j'ai eu plein de types de commentaires. Bon, dans la globalité, les gens sont plutôt satisfaits. Après, il y a quand même une partie du public qui trouve que c'est une certaine partie du public qui me dit que je fais du Canal+, du petit journal, du donneur de leçons, alors que non, j'ai pas envie de donner des leçons. C'est juste que je trouve ça plus intéressant d'avoir un discours derrière avec certaines valeurs, plutôt que juste faire le bouffon et taper des lol, quoi. Enfin, je trouve ça un peu plus intéressant. Pour moi, c'est l'évolution normale de YouTube, qui est quand même une dictature du lol et de l'humour un peu bébête. Et j'aime bien. Il y a plein de youtubeurs qui commencent à faire des choses beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus adultes. Et c'est un média qui a évolué avec les jeunes qui ont commencé. Et les jeunes qui ont commencé, maintenant, ils sont un peu plus adultes, et le discours n'est pas évolué forcément. Oui. De toute façon, moi j'aurais tendance à dire que l'argument du donneur leçon, sur les sujets que tu abordes, c'est quelqu'un a encore besoin de leçons sur ce sujet-là. Ça devrait être acquis, quoi. Bah oui, bien sûr. Il y a des choses. En tout cas, bon, moi j'aime bien. C'est un moment que j'attendais particulièrement, le fait que, effectivement, parmi tous les gens qui font des vidéos qui nous font du bien parce que c'est fun, le moment où effectivement le mouvement allait bouger un petit peu vers le fait d'aborder des sujets de société, voilà, la communauté geek qui prend plus en main maintenant la façon dont les sujets de société sont abordés. Ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà, ça j'aime bien. Mais c'est étonnant parce que quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'étais en fait assez comment dire, étonnée de l'homme que j'ai rencontré par rapport à l'homme que je voyais sur les vidéos. Ouais. En fait, t'as l'air d'un mec qui réfléchit vachement, en fait. Oui, mais après, mais ça, on me l'a pas mal dit, le fait que dans la vie de tous les jours, j'étais pas le même. Mais surtout pendant la saison, par exemple, 2 ou 3, dans le sens où j'ai un regard quand même vachement critique sur ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu dire avant. Mais bon, c'est un travail d'écriture, ça évolue, et on se doit d'être critique sur ce qu'on a dit dans le passé. Et je trouvais qu'avant, je faisais tout ce que j'ai plus envie de faire maintenant. C'est-à-dire, des fois, j'ai écrit des choses qui étaient un peu dures, un peu faciles. Et maintenant, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de prendre du recul par rapport à ce que je dis, tout ça. Donc c'est vrai qu'avant j'avais une image un peu de troll, parce que c'est ce que véhiculaient les vidéos. C'était un type jamais content. Mais là, ouais, j'essaye d'être un peu plus malin, quoi. Mais en fait, c'est tout processus créatif passe par là, quoi.
C'est après, je veux pas, tu prends l'histoire de l'art ou l'histoire de, enfin, tu appelles ça comme tu veux. L'histoire, c'est toujours le même processus. Tu fais un truc, à un moment, t'as envie que ça change. Voilà, il n'y a pas forcément à justifier. C'est juste envie parce que il y a des choses qui ont bougé, parce que voilà. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à, tu de nouvelles idées, bah ça prouve que tu vas là à regarder comment t'es trop bien, à te regarder dans le miroir. En général, pour moi, les gens qui commencent à se regarder dans le miroir, ils sont foutus. Quand tu sais, c'est une sorte d'inception et c'est mort, quoi. Non, moi j'aime bien les trucs qui me faisaient marrer avant et ça continue à me faire marrer avec le plaisir effectivement que il y a des sujets qui sont pris en main et que. Mais avant tu balançais des gros trolls sur des sujets de société qui n'avaient pas l'air d'être des sujets de société. N'empêche que l'arrière-goût de ta vidéo, de tes vidéos, donnait souvent le. En fait, j'ai envie de réfléchir à ça. Tes personnages, de toute façon, ils sont là pour. Surtout le patron, enfin pour interpeller les gens. Est-ce que je ressemble à ça? Tu sais, quand on switch d'un perso à l'autre, on est sans arrêt en train de dire alors lequel je ressemble le plus en fait. Oh non, pas celui-là. On me pose la question aussi de savoir lequel je ressemble le plus, mais j'en ressemble à aucun. Mais oui, bien sûr. C'est peut-être une somme des trois. Justement, donc du coup, je reviens dans la conversation. Il y a une chose qui est très intéressante avec tes différents personnages, c'est que quand il est question de réagir et de se faire un avis sur une vidéo, vu que tous prennent un point de vue qui sont caricatural, qui permet du coup de noter quelque chose, ça pose une vraie question sur à quoi je pense, mais qu'est-ce que je veux appliquer dans ma vie. Parce que effectivement, il y a des blagues qui peuvent être cruelles ou très directes, etc. Mais en même temps, dans le contexte du personnage, c'est fait exprès pour dire, mais en même temps, mais tu peux pas dire que tu te l'es pas dit dans ta tête. Maintenant, le choix que tu fais dans ta vie, c'est qu'est-ce que tu fais de cette blague que tu as eue dans ta tête. Tu vas la dire, tu vas la proclamer ou tu vas dire non, celle-là, je la garde pour moi. Mais c'est arrivé quelquefois d'avoir ce type de dialogue schizophrénique entre les personnages qui n'ont pas forcément le même point de vue et je trouvais ça arrive pas souvent hein, mais le fait d'avoir deux points de vue qui se confondent par exemple entre le hippie et moi ça permet d'avoir un dialogue et plutôt que parfois un vidéaste peut en fait, je voulais installer un dialogue pour qu'il y ait une espèce de débat entre les deux et qu'il n'y a pas forcément de réponse, il n'y a pas forcément de bonne réponse. C'est pas manichéen dans le sens où l'un a raison et pas l'autre. Voilà. Alors ça, tu donnes pas des leçons. Voilà. Disons que justement, ce qui est intéressant, c'est que la finalité, c'est pas qu'il y a un bien ou un mal, un gagnant ou un perdant. C'est juste que, effectivement, il y a eu une réflexion. Puis maintenant, c'est à chacun de se faire son idée par rapport à ça. Ouais. Et dans l'intervalle, ça n'empêche pas de se marrer, y compris de se marrer avec des choses que chacun va pas forcément se laisser aller à rire sur sa propre blague, mais qui en même temps, le fait est que voilà, ça marche et c'est vrai. Ne pas rire dessus, ça serait se mentir à soi-même, même si des fois ça va aller sur un registre qui n'est pas politiquement correct ou autre. Du coup, ça permet. En tout cas, quand on regarde Salut les geeks, personnellement, je trouve que ça permet d'être facilement un petit peu plus honnête avec soi-même sur ce à quoi on pense grâce à ça. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, tu as la partie recherche. Je reviens un petit peu à mon fil de départ. Et donc, la partie qui nous fait rire, en fait, comment tu te mets dans la peau du personnage et tu vois qu'est-ce qu'il en dirait, tout ça. Ou tu as des scénarios que tu adaptes en fonction de ton sujet. Non, au niveau de l'écriture, ça vient un peu naturellement. Là, pour l'instant, je suis en train d'écrire le prochain épisode. Et en fait, au niveau de l'écriture, ils interviennent souvent, mais je les exploite tellement depuis longtemps, ces personnages, que c'est naturel en fait. Leur sortie, elle devient naturelle. Après, des fois, j'adapte, j'extrapole un peu et puis je pousse le personnage dans ses fondements, mais pas systématiquement. Mais ouais, mais pour l'écriture, ça vient tout seul. Ouais. Donc c'est du roleplay en fait.
C'est un peu du roleplay, ouais. Mais d'ailleurs, il y a une communauté roleplay SLG sur Facebook qui est assez active, ça se trouve, ils nous écoutent actuellement. Et il y a plein de profils, en fait. Il y a les profils des personnages, ils leur ont donné des noms. Je crois que le patron, il s'appelle Octave, le geek, il s'appelle Kevin. Et en fait, ils ont toutes des pages remplies de roleplay avec 50 commentaires et des pavés grands comme ça. Et des fois, je tombe dessus et je fais « Oh là là, les mecs, comme vous poussez loin, quoi !» Et je trouve ça trop marrant parce que ouais, c'est un peu du roleplay. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, vendredi, je discutais avec Links the Sun et en fait, qui me disait que il était arrivé. Enfin, on parlait de ses débuts sur le net. En fait, qu'est-ce qu'il avait, ses points repères comme ça. Et voilà, on est un petit peu tous foutus pareil parce qu'il m'a dit, bah, je faisais du roleplay Harry Potter. C'est ça qui est assez drôle, quoi. Ouais. Avec des gens qui sont là d'ailleurs sur le plateau, donc notre monde est petit et a priori les archétypes qui nous intéressent c'est bien toujours les mêmes, quoi, d'une certaine manière. Disons que pour tout à l'heure tu as abordé le fait qu'à un moment donné en convention, en tout cas on a entendu parler de Salut les geeks d'un jeu, enfin je vais pas dire du jour au lendemain mais presque, quand tu t'es mis à venir en convention, ouais. Je veux dire, tes fans étaient là au rendez-vous directement. Je crois que tu n'as pas eu de temps d'attente. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça montre qu'il y a toute une communauté qui comprend quelques centaines de milliers de personnes en France, en tout cas, quand même. Mais il y a toute une communauté qui suit une même quantité de personnes. Enfin, une même quantité de podcasteurs, de youtubeurs, de créateurs, de vidéastes, etc. Et qu'en fait, sans se rendre compte, tous ces fans de toutes ces personnes se retrouvaient déjà au même endroit à chaque fois. Et à chaque fois qu'une nouvelle personne vient rejoindre la grande famille de ceux qui se déplacent pour aller rencontrer les fans en convention directement, bah, les fans sont forcément au rendez-vous parce qu'en fait, ils sont déjà là. Oui. Et du coup, à chaque fois, nous on peut le dire parce que bah, les Geek Fairies, je crois qu'on n'a pas trop à pâlir de chaque fois du nombre de personnes qui veut bien venir participer, voilà. Et du coup, à chaque fois, bah, on sait que c'est pas tant le fait qu'il y ait quelqu'un de connu qui arrive, c'est que la personne vienne partager, vienne passer vraiment un moment unique avec toute la communauté d'un seul coup. Et plus il y en a qui viennent partager simultanément, plus c'est comme si ça rendait le monde qui passionne tout le monde de vidéos, qui se compose de plein de vidéos faites de plein de monde, d'un coup en convention ça apparaît. Je sais pas sous quelle forme ça se constate pour toi en convention quand tu rencontres ta communauté d'un seul coup. Après pour les conventions tu as tout à fait raison. Je sais que par exemple je prends les dernières que j'ai faites, à chaque fois systématiquement j'étais à côté de Antoine Daniel, de Link the Sun, et effectivement on partage on a le même public en fait, et tout ce public c'est très très rare quand le public est scindé d'un youtubeur à un autre. C'est pour ça que parfois on a avec Antoine on a des commentaires, c'est marrant, où t'as des deux côtés, t'as le public d'Antoine qui dit ah je préfère What the Cut, et t'as le public de SLG qui dit ah je préfère SLG, mais en fait c'est le même public, ils font juste vase communicant, et c'est pareil, et pareil pour Link the Sun aussi, et après pour revenir en convention globalement, c'est vrai que j'ai commencé assez tard les conventions parce que au début je faisais aucune démarche pour y aller. Parce que je trouvais que j'étais pas assez. Je crois que j'ai fait ma première convention, je devais avoir 300 000 abonnés, donc je me disais, je représente rien dans l'internet game. Et en fait, on a commencé à m'inviter, j'y suis allé, mais au début, j'y allais pas beaucoup parce que j'ai fait ça par palier, parce que ça fait un peu peur au début d'avoir plein de gens partout. Et du coup au début t'es un peu paumé, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas si tu dois jouer un rôle, si tu dois en faire des tonnes, si tu dois amuser le public ou pas, si tu dois leur parler très longtemps ou signer les autographes rapidement pour que tout le monde puisse passer. Après tout le monde aménage un petit peu à sa sauce, et je pense que c'est au fur et à mesure des conventions que tu trouves vraiment la patte de qui tu veux être en convention. Mais parce que c'est vrai que c'est impressionnant le public des conventions. C'est voilà, si quelqu'un ne connaît pas là maintenant, c'est vrai, en tant qu'orga, en plus on est obligé de mettre en place des files d'attente parce que sinon c'est l'enfer pour celui qui dédicace et pour celui qui attend.
Et donc, du coup, en général, ça fait une quantité de gens absolument effrayante. T'as l'impression que t'as trois métros entiers qui se sont déversés autour et que les gens attendent sur le quai pour sauter dans le prochain qui arrive. Le précédent Paris Manga où tu étais présent et où du coup, comme tu dis, tu étais à côté de Bob Lennon, de Joueur du Grenier, etc., d'Antoine Daniel. Nous, notre stand, il était grosso modo, il était 100 mètres, 200 mètres plus loin en face. On était très bien placés pour voir quand vous faisiez se lever la foule, on entendait le rugissement. Et alors, il faut savoir que Paris Manga a sa réputation d'être extrêmement bruyant, 90 décibels en moyenne. Et ce rugissement réussissait à couvrir toutes les scènes et les activités jeux vidéo qui étaient dans cette partie-là jusqu'aussi loin. Et c'est vraiment impressionnant de voir que du coup, à ce moment-là, vous avez votre public autour de vous. Et eux, ils ont vraiment tous les héros qu'ils regardent tous les soirs, etc. Ils ont tous les héros d'un seul coup. Et ça devient un moment vraiment très important pour eux. Mais pour vous, c'est une situation particulière. Vous vous retrouvez face quasiment à une armée de gens vous avez une très forte responsabilité. Vous leur diriez allez vers le stand en face et démolissez-le, ils le feraient. Je pense pas quand même, mais en fait, potentiellement, t'as une foule en délire devant toi. Vous avez quand même une responsabilité par rapport à ce qui se passe. Mais ce public-là, il vous suit. Et du coup, quand vous interagissez avec lui, ils vous suivent. Et vu que ça va, vous n'êtes pas des casseurs, c'est bon, vous avez envoyé personne, tué personne. Mais du coup, quand on les voit comme ça réagir tous de concert pour répondre à quand vous parlez à la foule, c'est des moments extrêmement forts, quoi. Ouais. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que vous leur mentez pas. Et le monde, celui où il y a la télévision, est tout le temps en train de manipuler pour ne pas dire la vérité, c'est toujours tout beau, tout propre, et puis tout ça, et puis en fait bref, les gens ils se sentent sans arrêt, ils sont tout le temps sur la défense, alors que vous, ils sont pas sur la défensive parce que vous êtes de leur côté, et ça c'est vraiment très très fort. Donc c'est effectivement, vous avez une armée derrière vous qui vous suit. Je te jure que le sol il tremble, hein. Celui qui dit que ça couvre le bruit, je peux dire que quand tu montes sur la table, tu sens ça tremble du côté à 30-40 mètres, ça tremble bien. Hein. Ouais. Mais après, justement, par rapport aux médias, tu parlais de la télévision. C'est vrai que c'est différent, même par rapport aux cinoches ou aux séries. Par exemple, j'ai pas vu de mes yeux un stand de dédicace avec, par exemple, les acteurs de Walking Dead. Mais j'imagine que ça doit être différent dans le sens où, pour moi, même si j'aime pas ce mot, les stars de YouTube, on a un côté beaucoup plus proche du public et beaucoup plus familier. Dans le sens où ils nous voient quasiment très très souvent, ils ont l'impression qu'on fait un peu partie de leur vie, alors que il y a vraiment le côté intouchable et idole quand on arrive dans des médias tradis type télévision, ciné, où c'est peut-être un peu moins la teuf à faire des checks, à se prendre par le bras, prendre des photos, se lécher le visage. Non mais je suis d'accord. Moi je connais un certain nombre d'entre vous, et je peux témoigner comme une sorte de passerelle que oui, vous êtes comme eux et on est tous les mêmes, avec des différences certes, mais là où effectivement une team d'acteurs va agir en fonction d'un métier qui donne des codes de comportement, là les codes de comportement de ce que vous faites sont différents. C'est-à-dire c'est d'abord partager avec le public, ça c'est important, plutôt que je dirais que les professionnels, et encore une fois je fais pas un jugement de valeur parce que j'adore bosser avec les professionnels, en fait plus je les côtoie et plus je vois qu'effectivement il y a des gens qui mettent vraiment à cœur la pratique de leur métier, mais on voit que c'est pas le même angle pour obtenir un résultat qui est identique, c'est le respect et la confiance du public aussi, pour quand même pas mal d'entre eux. Mais c'est d'abord un boulanger fait un bon pain comme ça, alors que vous c'est ok, venez les mecs, on va faire du pain, ça va être fun. Ah mais il est bon en plus. Voilà, c'est oui, je pense que il faut au moins être fatigué, pas avoir dormi beaucoup pour faire ce genre de comparaison, mais il y a une idée. Non mais c'est ça, le public a l'impression qu'ils mettent aussi la main à la pâte, et puis ça qu'ils ont la possibilité de s'identifier à vous, quoi. Vous êtes un peu comme
des potes, quoi, pour eux. Ouais, c'est ça. Mais justement, on y a réfléchi parfois en convention. Je pense que la prochaine étape de la convention, en tout cas pour les youtubeurs, étant donné que YouTube est une plateforme ultra proche de son public, je pense quelque chose qui peut être très très intéressant, c'est plutôt que bien sûr garder le type dédicace et garder aussi les photos. Ils viennent avant tout pour ça et pour parler un petit peu. Mais je pense qu'il y a d'autres idées pour que, même en convention, quand la personne est là, elle puisse interagir aussi avec l'émission. Il y a Link the Sun, par exemple, qui a commencé à mettre en place un livre d'or. Donc je ne sais pas s'il l'a publié sur Internet ou s'il va le publier, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, avoir une espèce de stand interactif à l'intérieur de la convention où le public lui-même ferait partie. On peut imaginer un live ou un truc comme ça où on voit les personnes à l'intérieur de la convention et que c'est mis directement sur la chaîne. En fait, c'est pousser l'interactivité de YouTube qui peut être phénoménale encore plus loin. Et je pense que à terme, ça serait des choses viables en convention et ça serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus chouette de venir à un stand où il y a cette interaction-là. Bah écoute, je te propose qu'on en discute quand tu veux pour les Geek Ferries. De toute façon, les Geek Ferries, c'est un laboratoire géant et on a beaucoup travaillé avec donc certains pour savoir quelle était la meilleure façon de rencontrer le public. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, il y a quand même la quantité qui est difficile à gérer. Ouais. Après, ceux qui mettent ça en place, c'est encore les génies de YouTube, c'est les frères Grenier, qui ont commencé de mettre en place ça sur leur stand dernièrement. La dernière fois que je les ai vus, c'était où est-ce que c'était? C'était au Toulouse Game Show. Ouais. Toulouse Game Show. Et en fait, ils ont commencé à faire des petits stands interactifs où ils ont installé une petite télé où il y a de la musique qui passe, il y a des instructions pour les files d'attente, comme quoi faut sortir le téléphone avant, enfin tout des trucs pour que ça fluidifie un peu le trafic. Et je trouve qu'on peut pousser encore l'idée encore plus loin. Oula, pardon, excusez-moi. On peut pousser encore l'idée encore plus loin par rapport à ça. Bah moi, j'ai vu débarquer des gens avec des colliers de fleurs. Je fais mais d'où vous venez? Oui, aussi, oui. Voilà, les colliers de fleurs. Voilà. Bah, disons qu'après, là, nous, avec les Geek Ferries on the Web, on tente un concept qui est du coup le festival dématérialisé, accessible à tous du coup, donc, et de partout, qui permet aussi à tout le monde et de partout de pouvoir intervenir. C'est-à-dire qu'on a eu des invités, mais on a aussi eu des artisans. On a eu des artisans qui ont fait des prestations à distance aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on a un artisan dijonnais qui a fait plus de 10 heures de stream en direct sur une des chaînes. Pareil, depuis une webcam. L'étape suivante, ça serait de réussir à faire à la fois, sur le concept en tout cas, ça serait à la fois la convention IRL et à la fois la convention on the web. Ouais. C'est-à-dire que l'interactivité maximum, je pense, ça serait de pouvoir proposer, non pas que payer son entrée à une convention ne soit pas payé pour un contenu qui devrait être accessible à tous, mais payer pour l'accès direct, enfin physique à ça, mais que l'échange d'émotions, de données et l'échange entre les gens, lui, n'ait plus de limite. Qu'on réussisse à faire sauter la barrière du réel en quelque sorte. Ouais, c'est quelque chose qui est possible, ouais, effectivement. Ça serait sympa. Ça serait sympa parce que vous ne pouvez pas donner des dédicaces à plus de monde que vous ne le faites. Parce que par exemple, une salle de conférence qui écoute une conférence avec des questions-réponses, les questions sont posées par des personnes au hasard, etc. Les questions pourraient tout à fait être posées sur le net, même si les spectateurs sont sur place. Ce qui montrerait une interactivité qui permet même à quelqu'un à distance d'intervenir sur ce qui se passe IRL. Ouais. Et du coup, arriver vraiment au summum mais où que vous soyez, on est une communauté et on a envie de vivre des moments ensemble et comment faire pour se rassembler au maximum. C'est des concepts qui seraient vraiment très intéressants à pouvoir mettre en place. C'est vrai. Voilà, on est devenu très sérieux en fait. Excuse-moi, je trouvais ça fort là d'un coup. C'est puissant. Donc voilà, revenons au sujet un peu plus pour pas laisser quand même les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu travailles le côté drôle des personnages? Est-ce que tu travailles avec des constructions, enfin, quand tu as monté tes personnages, est-ce que tu as travaillé sur
en regardant des films, en fait, en choisissant des gens qui t'ont fait rire, des films qui t'ont particulièrement impressionné. Est-ce que tes personnages sont issus de ton imaginaire complètement, ou est-ce que tu as une référence cinématographique ou autre derrière? Pas vraiment. Je pense que après on n'invente jamais vraiment quelque chose à 100% parce que tout a déjà été inventé. Après on modifie simplement, mais les personnages sont un petit peu des archétypes de ce qu'on peut voir dans les séries ou dans les films. Enfin, mettons le personnage du geek qui était à la base pas du tout comme ça dans les premières saisons de SLG, est devenu au fil du temps ce personnage victimaire et un peu Calimero et ouais, c'est quelqu'un qui a pas de chance dans la vie et qui est, on a envie de lui faire des câlins, ce pauvre petit, et tout le monde le déteste. Et je pense qu'on peut retrouver ce personnage dans des séries ou dans des films. Il sera peut-être moins poussé à l'extrême, effectivement, comme le patron. Par exemple, le patron, on peut penser à Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Mais c'est pas vraiment lui, parce qu'il est il est plus trash, il a une sexualité encore plus débridée. Donc non, j'avais pas vraiment de structure à la base. Ils sont venus comme ça, ils ont évolué avec le temps, et ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Peut-être que demain ils vont encore changer, être modifiés petit à petit. Oui, en fonction de... Alors moi j'ai une question extrêmement importante. Vu qu'a priori c'est confirmé, vous êtes nombreux dans ta tête, qui c'est le chef? Est-ce que c'est intérimaire, il y a un roulement? Je pense qu'il y a pas vraiment de chef. Je pense qu'on travaille en équipe. Ouais, c'est une démocratie, même si le patron n'a pas envie que ce soit une démocratie, et que Maître Panda ne peut pas voter parce que c'est un animal. Ah ouais, mais il est bien, Maître Panda. Il chante bien. Ah, je sais qu'il y a des membres de la team au cas où il y aurait eu la place, qui ont révisé la chorégraphie. Elle a pas mal tourné, voilà. C'est des choses étranges, tu sais, quand on prépare et qu'on est fatigué, donc voilà. Ouais, forcément. Jérôme fait partie des gens qui ne veulent pas taper. Moi, je vais te poser la question que j'ai posée aussi à Lynx. Quand tu as débarqué sur le net, c'était comment? Et c'était où? Quand j'ai débarqué sur le net? Ouais. C'est toi en tant que découverte du net et non pas en tant que... Ah, mais en tant qu'utilisateur? Ouais. Oula, c'était... J'avais quel âge? J'avais 13 ans. C'était le 56K à l'époque, le modem qui fait bien du bruit. Et au début, il me semble, il y avait jeuxvideo.com à l'époque, il y avait un chat, même jeuxvideo.com, je crois qu'ils l'ont enlevé depuis. Et à l'époque, en fait, quand j'ai découvert Internet, c'était pas par rapport à Internet en lui-même, en fait, c'était par rapport aux jeux en réseau. Parce que je me suis intéressé de près aux jeux en réseau, c'était la continuité logique des consoles quand on jouait le mercredi après-midi avec mes potes. Et en fait, on avait découvert les cybercafés qui existaient beaucoup à l'époque, parce que à l'époque, personne n'avait des DSL, personne n'avait des routeurs et des switches. Donc, on allait dans les cybercafés pour jouer à Counter-Strike, Warcraft 3. Il y avait des types qui jouaient à des MMORPG au fond de la salle, des types qui parlaient pas, qui jouaient à EverQuest, il me semble. à l'époque, je me souviens, mais on avait 13 ans, on disait c'est le jeu des fous, parce que les mecs avaient des barbes énormes comme ça, ils parlaient pas, ils buvaient du coca, et on se foutait un peu de leur gueule, tu vois. Quelques années plus tard, j'ai passé 3 ans sur un MMORPG, j'étais pareil. Donc bon, comme quoi, l'histoire est un cercle. Et en fait, j'avais découvert Internet justement par rapport aux jeux en réseau, et quand la DSL s'est démocratisée, donc à l'époque c'était les 128K, j'ai commencé à pouvoir jouer chez moi, mais je jouais sur le PC familial à Warcraft, et après ça allait tellement vite que... Mais je me souviens qu'avec un pote, vu que les box n'existaient pas, on a été obligé d'investir dans un routeur qui à l'époque valait 100 balles, je crois 100 €, un Switch qui valait bien 40 balles. Enfin, pour des types à l'époque, je devais avoir 16 ans, donc pour des types de 16 ans, on avait vraiment le goût de jouer en LAN, quoi, pour faire ça. Et ouais, c'était ça le début d'Internet pour moi. Et comment tu t'es passé à l'étape vidéo, au tout début, vraiment au tout début? Avec quoi t'as commencé à interagir avec la caméra?
Alors pour la vidéo c'est un peu différent parce qu'en fait c'est pas Internet qui m'a donné, c'est pas par exemple les podcasteurs qui m'ont donné envie de faire quelque chose sur Internet, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire du spectacle entre guillemets. J'ai commencé le théâtre vers 20 ans, j'ai commencé très tardivement. Et en fait ça m'a plu tout de suite. Et après j'ai fait un peu de ciné amateur, des petites séries, des petites conneries. Et en fait, ça m'a donné envie de continuer, d'aller encore plus loin. Et je travaillais avec des amis qui avaient pas forcément le temps. Et moi, je voulais avoir le temps de faire un truc à ma sauce. Et c'est comme ça que j'ai commencé SLG. Et je me suis dit, Internet, c'est le meilleur moyen. Parce que tu connais Internet, tu sais comment ça fonctionne. Vas-y, on verra ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Je regrette pas du tout. C'est quand même une expérience assez fabuleuse. Et mais c'est un milieu très très intéressant, Internet. C'est à double tranchant, mais c'est très très intéressant. Et j'aurais une petite question qui continue sur ce sujet-là. Tes épisodes sont toujours très complexes en termes d'intégration vidéo, forcément. Tu apparais plusieurs fois sur la même image, tu incrustes énormément de fond, d'arrière-plan. Voilà. Comment tu as réussi à trouver le temps de te former entre chaque épisode, entre chaque... parce que on est connaisseur sur le fait de faire les choses sur la brèche, hein, donc voilà, comment est-ce que tu as appris petit à petit? Alors au début de SLG, il faut savoir que j'avais jamais touché un logiciel de montage de ma vie à part Windows Movie Maker, que j'y connaissais rien en technique de tournage, en cadrage, en lumière. Donc en fait, quand on regarde les premières saisons, on peut voir la petite évolution. Et en fait, j'ai fait strictement aucune formation. Je me suis formé à l'ancienne. À force de le faire, j'ai appris des petites techniques pour fluidifier l'image, pour toutes les techniques de montage, pour le son, pour la lumière. J'ai investi forcément au fur et à mesure, mais c'est vrai que le premier épisode, il a été tourné avec une caméra qu'on m'avait prêtée, des projets de chantier de Bricorama à 10 € qui font une lumière jaune tapante, bien dégueulasse. Et je montais à l'époque sur iMovie, qui est le Windows Movie Maker de Mac. Tu reviens de loin. Maintenant, tu travailles avec quoi comme logiciel? Alors, les gens vont être tristes, mais je travaille sur Final Cut. Et pour la musique, je travaille sur Audacity. C'est bien, pareil. Audacity. Ouais. C'est libre de droit, c'est extrêmement bien. C'est très bien, mais c'est spartiate, quoi. Mais après, le rendu, on n'a pas l'impression que c'est fait avec ça, quoi. Voilà, c'était tout sur les parties réalisation. C'est vrai que y a une chose dans le début en convention en tout cas. La première vague avant que celle qui a commencé quand même majoritairement avec le joueur du grenier. La deuxième vague d'invités qui ont donné envie aux gens de continuer à découvrir et à se rendre aux conventions. C'est vrai que c'était le film amateur, donc bien entendu la série Noob, la Flanders Company ou plus tardivement quand même le Visiteur du Futur. Ouais. En fait, ce qui était extrêmement apprécié au début, c'était vraiment que le fait de voir cette évolution en cours de route, ça permettait à chacun de se dire mais si j'avais décidé d'investir le temps de ma vie dans cette voie-là, je pourrais être pareil. Et du coup, là encore, c'est quelque chose qui rapproche énormément. C'est-à-dire que il n'est plus on se dit plus c'est quelque chose d'inaccessible parce que justement c'est des professionnels qui le font, qui sont formés, qui sont payés pour ça, etc. Mais non, c'est possible d'interagir avec les gens et de monter un concept tout en apprenant en cours de route comment ça se passe. Ouais. Et c'est vrai que cette interaction-là, dans les premières vagues d'invités et des conventions, c'était extrêmement fort. Et c'est vrai que ça s'est bien perpétué avec les vidéomakers YouTube, parce que vous êtes nombreux où on peut voir l'évolution en cours de route. Après, ouais, effectivement, ce qui est fou, on avait déjà eu un petit débat là-dessus, je me souviens plus si c'était en convention, mais ce qui est quand même fou avec Internet, c'est qu'en fait, pour avoir un produit fini qui soit semi-pro, tu pourras jamais toucher le pro, mais semi-pro, ça coûte pas énormément d'argent. Alors c'est sûr, je vais dire des chiffres, parce qu'on va parler chiffres, qui font peut-être un peu peur au début quand on n'a pas de boulot, quand on est étudiant. Mais par exemple, moi je sais que mon caméscope, c'est un petit caméscope HD que j'ai pas acheté un truc de folie. Ça coûte, je crois que je l'ai acheté 1 000 €. Je crois que les appareils, je sais pas pour les appareils 5D, mais il me semble que c'est peut-être un peu moins cher.
Et ça te fait une un Canon 5D, c'est 2500 €. Donc oui, c'est un gros investissement, mais par contre c'est vrai que c'est ça qui a permis à tout cinéaste à très petit budget de faire de la vidéo aussi. Donc ça reste dans la même idée. Non, Après, les images tu vois... sont faites avec un 5D. En fait, sur le plateau principal, les images sont faites au 5D. Ouais. D'accord. Après voilà, c'est par exemple, enfin, je vais parler de ce que je connais pour SLG. SLG, la caméra c'est 1000. Il faut savoir que derrière le décor, il y a deux softbox qui font une lumière blanche ultra diffuse et on a l'impression que c'est la lumière du jour et la lumière changera pas dans une salle. C'est 200 € la petite softbox. Donc boum, t'as ton éclairage. Tu rajoutes, là moi j'ai ça, c'est un petit enregistreur numérique, ça doit valoir 40 €. Et ça te fait, plutôt que le son de la caméra qui va être criard et compliqué, ça te fait un son de voix vachement clair. Donc certes, ça c'est des investissements que j'ai fait au fur et à mesure du temps. J'ai pas acheté tout ça du jour au lendemain. Mais ça demande quand même relativement très peu d'argent comparé à une émission qui peut être produite sur la télé, où là il y aura des moyens de fou. Et en fait, je trouve que cet abaissement des coûts de matériel de production, parce qu'une caméra il y a 10 ans ça valait pas, la petite caméra HD ça valait pas 1000 €, c'était ouf comme ça valait cher. Et en fait le fait que ça devienne de plus en plus accessible pour tout le monde, ça permet la création qui est beaucoup plus facile d'accès pour monsieur tout le monde qui veut pas passer par les médias tradis où de toute façon il aura jamais sa place, parce que moi petit Stéphanois que j'étais au fond de ma cambrousse, si demain j'aurais voulu avoir une place à la téloche, je pouvais me la mettre dans le fessier pour parler pas vulgairement. Donc ça a permis à plein de gens qui avaient des idées, qui avaient la niaque et qui avaient envie de faire quelque chose de bien, du jour au lendemain de pouvoir le faire. Après, j'apporterai une nuance à ça, dans le sens où maintenant sur Internet, les productions sont vraiment pro comparé il y a 5 ans. Donc il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de moyens d'investissement. Et pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure YouTube, je trouve que ça va lui poser problème, dans le sens où le public est tellement habitué à avoir des grosses émissions comme le Genre du Grenier par exemple, qu'en fait ça a augmenté le niveau de professionnalisation d'un coup, et que maintenant je trouve qu'un podcast fait avec un grand angle dans un coin de pièce, je trouve ça vraiment cheap quoi. Et c'est peut-être ce côté cheap qui va rebuter les futurs youtubeurs, et je trouve qu'au final à vouloir trop se professionnaliser, nous youtubeurs, on a un petit peu desservi le côté homemade qui était YouTube, et le côté regardez, je peux faire des vidéos, donc vous aussi vous pouvez le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois assez bien, et par contre je trouve il y a quelque chose qui se rajoute à ce constat, qui est plutôt positif par contre, c'est que régulièrement du coup l'idée comme celle du grand angle dans le coin de pièce, c'est une idée qui du coup a fait son chemin maintenant et est très utilisée. Alors juste pour information, l'image est coupée, je ne sais pas si tu nous entends encore. Ah, il semblerait que nous ayons une rupture de faisceau Skype. Alors, il y a un problème est-ce qu'il y a un problème avec cet appel? On va donc retenter. Alors, donc, on est toujours en ligne visiblement. Je crois qu'on a toujours Internet. Je pense qu'on a un petit souci du côté de chez Mathieu. Je vais aller en backstage vérifier que tout se passe bien, qu'on ait bien toujours la connexion Internet. En tout cas, ce n'est pas un flux YouTube qui a été sectionné vu qu'on est toujours connecté. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc en attendant qu'on essaye de résoudre les petits problèmes qui nous ont coupé de la discussion avec Mathieu Sommet. En fait, c'est vrai que voilà, tout le week-end on essaie de vous proposer un certain nombre d'invités. Attends. Oui. Est-ce que tu nous entends? Oui, j'ai bugué. J'ai bugué. Voilà.
tu me gâtes. Voilà. C'est reparti. On te voit pas encore, mais C'est- si, normalement. ça y est. Ouais. C'est bon, Cool. là, Voilà. voilà. Oui, donc je disais, ce qui se rajoute au fait à se professionnaliser, etc., c'est que tu prenais l'exemple du grand angle dans le coin d'une pièce, Ouais. mais du coup, régulièrement, bah, il y a quelqu'un qui a une idée géniale comme celle-là, et du coup, en même temps, même s'il a un côté homemade, le fait d'avoir une idée va donner aussi un concept et permet à quelqu'un d'apparaître d'un seul coup. Parce il tient un bon concept qui, du coup, change de ce qui se fait d'habitude et permet de remonter. Et quelque part, je trouve que ça permet aussi, le point positif, c'est que ça permet aussi d'avoir, je vais utiliser le terme, pas forcément à juste titre, mais de sélection naturelle, entre guillemets, Ouais. qui permet que, bah, quand même, vu la quantité de contenu qu'il y a dans YouTube, c'est tout à fait possible de suivre quelqu'un qui va parfois reprendre des idées ou des concepts, etc., et les adapter à sa sauce avec son talent à lui, ses idées à lui, mais que c'est pas forcément, enfin, voilà, je trouve que ça fait la différence entre ceux qui vont aussi chercher à être connus et ceux qui vont chercher à trouver leur identité à eux. Et en général, quand quelqu'un réussit à trouver la bonne identité, le public il est là et il a le temps de découvrir encore des nouvelles personnes. Ouais, c'est ça. Bah, ceux qui arrivent et qui restent, c'est parce qu'ils apportent une nouvelle fraîcheur, en fait. C'est toujours. Ouais, après, en fait, vraiment, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, en fait, pour quelqu'un qui veut se lancer du jour au lendemain sur l'aventure YouTube, ça peut faire peur, le fait que tu dises que t'es pas de moyens au début et que tu vas peut-être te faire bâcher justement par rapport à ça. Mais je sais pas si c'est probant ou pas, mais c'est vrai que demain, je ferai pas SLG, je voudrais me lancer dans l'aventure YouTube, ça me ferait un peu peur. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que ça fait peur, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un petit excès quand même, il y a quand même beaucoup, les haters sont quand même vachement féroces et tu sens que c'est un sport, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais après, quand tu fais le tri, des fois, c'est un petit peu raide. Mais effectivement, souvent, les gens, ils ont raison. Alors, ils ont raison non pas texto dans ce qu'ils disent, mais dans ce que ça laisse supposer qu'ils n'ont pas vu eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, ils vont dire, ah là, ta couleur, elle est dégueulasse, et en fait, toi, tu vas analyser, en fait, qu'elle passe pas à la caméra, tout simplement. C'est pas ton choix de couleur qui est dégueulasse, c'est juste qu'effectivement, là, t'as un réglage à travailler. Et en ça, t'as du public qui émane toujours quelque chose qui permet d'avancer. Oui, Même bien si sûr. Voilà, même si des fois, t'as juste envie de couper les commentaires parce que là, ils merdent, quoi. Ouais. À ce moment-là, t'es fatigué, c'était pas le moment de te dire ça. Quand tu regardes les commentaires d'une vidéo, par exemple, vu la quantité de personnes que ça représente et la quantité de retours, est-ce que t'as pas des fois l'impression d'avoir une manifestation du principe d'Anonymous qui est une quantité de personnes qui vont dans un même sens et c'est la plus grande quantité de personnes dans cet état d'esprit qui va à un moment donné guider le débat? C'est plus forcément une personne, c'est une entité cumulée par une certaine quantité de gens qui prennent possession du débat. Après, ouais, dans les commentaires, c'est il y a plusieurs types de débats dans les commentaires en fonction. Après, si on parle des commentaires sur les haters, une vidéo qui va se faire détruire, c'est vrai que là, en fait, devant la masse de gens qui détestent, tout le monde va détester et pas apporter la nuance. Après, dans des vidéos où il y a peut-être un peu plus de débat sur celle de vidéastes, par exemple, il peut arriver vraiment des personnes, enfin des individus propres, plutôt qu'une masse de gens. Mais c'est vrai que pour les haters, pour les trolls, enfin généralement c'est une masse, ouais. D'accord. Oui, c'est un sport, de toute façon. Oui, c'est un sport. il a ses codes, il a ses héros, il a ses champions, c'est un sport. Bah, en plus que du coup il y a les trolls et les anti-trolls qui des fois font à peu près autant de dégâts, mais il y a ceux dont le sport est d'aller troller et ceux dont le sport est d'aller casser du troll. Ouais. Bah, et aussi t'as toute la communauté de gens qui se font avoir par les trolls. Oui. Et de toute façon un troll continue d'exister tant qu'on continue de lui parler, c'est le principe. Voilà, c'est ça. On se demande si par retour de balancier comme ça, et les gens en auront pas marre et que ça, d'un seul coup, le net va déborder de bisounourseries excessives dans l'autre sens.
après toute cette vague de haters et de trolls qui aura pourri les commentaires de tout plein de gens. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait rire, c'est quand ils se battent. À un moment, et des fois, il y en a même, je crois, qui perdent le fil de ce qu'ils avaient dit au début. L'idée, c'est vraiment de se battre. Tu le sens, le combat, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que les commentaires, que ce soit sur YouTube, Facebook, etc., c'est pas une manifestation du coup du Fight Club? Enfin, dans l'ensemble, oui. Mais j'apporte une nuance par rapport à ça, c'est que dans l'ensemble, quand ton travail est même, je dirais pas ultra bon, mais juste bon ou passable plus, ça sera une manifestation de gens qui disent c'est cool, blablabla, toujours aussi bien, les commentaires type quoi. Après, il est arrivé plein d'histoires sur YouTube et des gens qui étaient très très connus qui se sont fait mais défoncer par leur propre public. Donc, une vidéo que tu fais n'est pas forcément soumis à une victoire totale à chaque fois. Il arrive que tu aies des commentaires vachement durs et tu ne sais pas pourquoi. Et après, il faut te remettre en question, savoir pourquoi. Mais je crois le pire qui est arrivé, c'est arrivé à Cyprien et c'était sur la vidéo. Il avait fait une musique, je crois, ça s'appelait C'est de la merde. Et il s'était fait mais tuer par son public et je pense qu'il l'attendait pas, tu vois. Et après, il avait fait une vidéo qui était très très marrante d'ailleurs, où il avait fait cette vidéo quelques jours après pour dire qu'il avait fait un bid et il s'était super bien rattrapé par rapport à ça. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est pour dire que c'est pas forcément chaque fois que du bonheur, que t'auras toujours des critiques et des gens qui vont être déçus par ce que t'as fait et qui vont t'expliquer pourquoi. Après, t'as des vagues de gens qui disent juste c'est nul à chier, mais le plus intéressant c'est ceux qui t'expliquent pourquoi tu vas, enfin ils vont arrêter l'émission ou que tu les déçois. Oui, du coup, cette relation avec le public est intéressante. Ce côté proche du public, c'est aussi que vous n'avez pas, vous n'avez pas un agent qui est là pour faire face à tout ce qui se dit ou autre. Vous n'avez pas de système de sécurité ni autre. Vous êtes directement en contact avec le public et ça ne veut pas forcément dire que vous êtes accessible en convention IRL, qu'on peut vous demander des autographes, que vous êtes sympa, etc. Ça veut aussi dire que vous prêtez le flanc, tout simplement. Vous écoutez, mais vous êtes aussi, c'est possible de vous atteindre en bien comme en mal. Ouais. Donc, mais vous prenez un risque, vous leur faites confiance aussi. Oui, après, je sais pas si on peut appeler ça de la confiance, je sais pas. Parce que eux aussi nous font confiance de leur côté. Enfin, le public, c'est vrai qu'on parle de eux comme si c'était quelque chose de... Enfin, cette somme d'individus nous fait confiance pour avoir un programme de qualité. Donc, c'est une relation de confiance. Et après, il arrive, je dévie un peu, mais il y a certains youtubeurs ou youtubeuses, et j'insiste sur youtubeuses, qui censurent les commentaires et qui désactivent les pouces rouges. Et au final, il arrive sur certaines vidéos que tous les commentaires soient ultra positifs et qu'en fait, 90% des commentaires n'ont jamais été publiés. La censure existe sur YouTube. La plupart des gens qui sont très très connus sur YouTube, que ce soit Joueur du Grenier, Antoine Daniel, Link the Sun, c'est des gens qui ne censurent pas les commentaires. Mais ça peut arriver, des gens qui censurent. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est un choix que vous faites. Qui est cher au cœur des gens qui vous suivent. Pour moi, c'est le seul choix qui est viable. La censure... en plus, je crois que c'est quelque chose de très lié à notre culture, la censure. On peut l'observer dernièrement dans les médias. Dès qu'on touche à la censure, les gens s'électrisent. C'est quelque chose qui... De tout bord politique, la censure est jamais bien comprise. Et de toute façon, elle n'a pas à être comprise. La censure n'attire que des problèmes. Tout à fait, parce que la censure, enfin, nous, ce qu'on a vu là, avec ce qui s'est passé justement avec YouTube pour nous cet après-midi, en fait, ça n'a fait, ce que je disais en rigolant dans un échange avec le public, qui était de dire mais plus vous nous censurez et plus on a l'air de petits chatons. Mm-hmm. Voilà. Pour prendre exemple, donc à propos des problèmes qu'on a eu avec YouTube et les flux, on a eu à peu près, a priori, on a enfin eu la liste de ce qui a posé problème.
ce sont des morceaux de jingle qui effectivement sont sous licence, des jingles tout à fait inconnus comme celui de Mario, etc. Mais ils ont une petite particularité, c'est qu'a priori ils n'ont pas été, on n'a rien qui a été diffusé vraiment en clair. Ce sont les groupes de musique qui font des reprises. Le Nicolite Orchestra par exemple, ça serait un petit peu difficile de dire qu'ils violent le contenu d'origine alors qu'ils sont en train de faire une reprise qui en plus dans le droit français existe. C'est une réinterprétation, etc. Il n'y a pas d'argent gagné avec là pour le coup, vu qu'on n'a diffusé aucune publicité sur nos events. Et c'est pour ce genre de choses en fait qu'on a eu des problèmes au final avec les flux de YouTube. Ok, on va contrôler les sonneries de téléphone de tout le monde, quoi, c'est ça? Et c'est presque ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement une sonnerie ou une musique qui est passée sur l'arrière-plan du fond de quelqu'un, et tout de suite, on a reçu une alerte en disant attention, vous utilisez quelque chose qui vous appartient pas, on va venir chez vous et vous casser les rotules. Ouais. On se dit mais la question n'était pas que de savoir si on était en tort ou pas, c'est surtout que il n'y avait pas moyen de dialoguer, il n'y avait pas moyen d'expliquer. Quand bien même on aurait payé la SACEM pour pouvoir faire notre événement, comme ça se fait dans un événement IRL, actuellement le traitement de masse qui passe par la censure, bah ça donne des situations pareilles. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais bien, parce que j'ai pas du tout contrôlé le temps, si là on est raccord avec le planning qu'on a donné. Alors, nous sommes en discussion avec toi depuis presque une petite heure, donc il est 16h58, on a commencé à 16h05, 010, quelque chose comme ça. Après, nous avons la clôture de l'événement. Oui, il nous reste un petit peu de temps. On peut encore te poser quelques questions. Alors, question traditionnelle, on te revoit dans quels événements? Je sais bien, c'est la question bateau, n'empêche qu'elle est vachement attendue, cette réponse-là. Après, au niveau des événements, j'ai rien de prévu pour l'instant. Je crois que je vais faire la Polymanga en Suisse en avril, il me semble. Mais après, rien de confirmé encore. Et en fait, j'ai pas pu faire beaucoup d'événements cet hiver, comme je l'avais annoncé sur ma chaîne, parce qu'en fait, je suis en plein déménagement et que j'ai envie d'avoir le temps pour moi. Mais je pense que d'ici le printemps, je vais refaire pas mal de conventions. Ouais. Voilà. Il y en a une où tu seras certainement. Ou en tout cas, sache que tu seras toujours bienvenu. Oui, mais de toute façon, j'avais prévu d'aller chez vous, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup, du 6, 7, 8 juin, si jamais tu veux tourner un épisode de Salut les Geeks dans une cheminée médiévale qui permet de faire griller 3 bœufs, c'est possible. C'est possible. On fera griller les fans derrière. Ah, ouais, ça marche, ça doit pouvoir fonctionner. Ouais, il y a la place. On devrait pouvoir monter à une 40aine de fans, du coup. Ah bah nickel. Je crois qu'il y a des broches, il y a une broche géante. En fait, tu sais, c'est le truc où tu rentres, tu peux rentrer une camionnette dedans tellement c'est grand. Ah d'accord. Voilà, et donc il y a des choses immenses qui servent à faire la cuisine. À mon avis, le machin, on peut embrocher au moins 3 fans dessus. Ouais, je pense. Ouais. Il y a un carillon aussi au-dessus de la porte de l'entrée, donc on peut pendre des têtes aussi. Ah bien ça. J'adore décapiter des gens, c'est l'un de mes passe-temps préférés. On a des créneaux, des douves pleines d'eau, etc. Tu peux les pendre, les noyer, tu peux les mettre en martyr, il y a des piloris possibles. C'est en extérieur, donc on peut salir, il n'y a pas de problème. Génial. Ça, le RP Sadomaso, c'est tout ce qui me... C'est vraiment mon préféré, quoi. Ah bah voilà, c'est parfait. Donc pour tous ceux qui partagent ce trip et qui sont fans de Salut les Geeks, je vous invite à postuler directement auprès de Mathieu Sommet pour être embauché en direct. Venez. Bien entendu, l'équipe des Geek Ferries décline toute responsabilité. Ouais. Par contre, si on fait un crossover avec Fred et Seb, tu peux te faire embrocher avec une couronne de fleurs, c'est ça? Exactement. Ça, c'est un crossover qui tient la route. À mon avis, on va animer la foule et à la fin, est-ce qu'on les fait rôtir aussi, c'est la question. Si on les fait rôtir, on peut distribuer des sandwichs. Ensuite, ça, c'est un autre concept venu du fin fond de l'intendance de la cuisine, ça peut être pas mal. À voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et puis surtout, merci beaucoup quand on t'a annoncé que peut-être on aurait 1 heure de retard d'avoir dit, j'édite et tout, je mets le change et tout ça. C'est vraiment adorable de ta part parce que... Il n'y a pas de souci. Tu peux pas montrer un meilleur soutien que celui d'être adaptable par rapport à un événement dont la réputation est le bordel organisé, comme les Geek Ferries. Wow.
J'aime- Moi, je vais juste parler un peu de moi, mais il y a un moment, quand ça a commencé à tomber, le stress, enfin, moi, je me passe souvent des petites musiques dans ma tête, et je chantais YouTube, tonic, tonic. Donc, je pense que j'en ai au moins pour 3 jours, en fait, avant d'arriver à m'en débarrasser. Donc, si tu veux bien nous en fournir une suivante, ça me permettrait d'enchaîner, ça serait pas mal. Ouais. Ben, j'y travaille sur la prochaine. Ok, bon, ben voilà, je crois qu'on va se quitter là. Et Ouais. merci, c'était chouette. Et puis Merci beaucoup. voilà, Merci à vous. on va enchaîner avec la clôture, avec le bilan, enfin raconter des choses sérieuses qui finira par pas mal de déconnades. Et puis on va ranger en même temps. Donc, C'est le festival où on range en même temps qu'on stream, c'est important. sinon, juste une petite info, on m'a dit là à moitié de l'interview qu'on était à plus de 550 auditeurs sur la page YouTube, ce qui veut dire que ça compte pas ceux qui sont sur le site aussi. Ce qui veut dire que vu que c'était à la moitié, je sais pas à combien est-ce qu'on peut en être maintenant, mais c'est relativement très très conséquent. Donc merci à tous d'être venus participer à l'interview avec Mathieu Sommet. Voilà, et excusez-nous pour toutes les conneries qu'on peut dire, mais je crois que vous êtes habitués aussi. Hein. Mais en plus, on vous aime, quoi. De toute façon, le dimanche, tout est permis. D'accord. Oui, absolument. C'est une belle manière de voir la vie. Exactement. On arrête là avec les rimes, je sens que ça va vite glisser. Allez, salut et à la prochaine. Salut.